Le réalisateur de Transformers ou d'Armageddon, Michael Bay, est accusé d'avoir tué un pigeon en Italie sur le tournage de Six Underground. Ça fait 5 ans qu'il essaie d'échapper au procès, mais c'est compliqué puisque les lois du pays sont très strictes en matière d'oiseaux. Et en même temps, c'est normal que l'Italie tienne à protéger ses pigeons, sinon qui d'autre irait payer 10 balles le café sur la place Saint-Marc? Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 382e JT Comics, et toi qui me regarde en écoutant un live de Bernard Lavillier sur France Inter, toi qui prépare ta petite pancarte pour aller manifester demain, toi qui a probablement la rage parce que un seul type en France possède autant que 20 millions de ses concitoyens, oui, toi qui a probablement lu le rapport d'Oxfam qui prétend vouloir abolir les milliardaires, eh bien calme-toi de suite sinon je vais t'envoyer une troupe de CRS ophtalmo moi. Si on abolit les milliardaires, plus de Batman, plus d'Iron Man, qui va nous rester? Que des crasseux comme John Constantine ou des étudiants tout pauvres comme Spider-Man? Non, arrêtez de mettre tous les milliardaires dans le même panier. Il y en a qui bossent. Regardez Bruce Wayne, il se retrousse les manches, il s'est laissé pousser une petite barbe de punk à chien socialiste prêt à voter Macron et il est allé taffer dans un fast-food. Voilà, ça c'est un vaillant, pas un pleurnicheur qui va venir crier dans la rue sous prétexte qu'il veut pas bosser jusqu'à 70 ans comme un vieux japonais qui préfère se faire incarcérer pour bouffer 3 repas par jour. Bon d'ailleurs, au travail, il est temps de passer aux news de la semaine. Mollo Pedro. Le pilote de la série The Last of Us est sorti, je ne l'ai toujours pas vu, j'ai l'impression que tout le monde a trouvé ça génial, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez regardé ça avec votre joystick en main, et c'est pas du tout une métaphore, il y a une enfant dans la série bordel, il y a aussi Pedro Pascal, l'acteur à qui on demande si, plus jeune, il aurait aimé être dans un rôle Marvel traditionnel, en mode cap et effets spéciaux, ce à quoi il répond, mais c'est ce que je veux être dans les films. Alors justement, qui pourrait incarner Pedro Pascal dans le MCU? J'ai un petit peu passé en revue le CV du type, j'ai l'impression qu'il tient à mettre en valeur son expérience d'auxiliaire de puériculture, son diplôme du BAFA aussi, puisque The Last of Us, The Mandalorian, s'il a pas un gosse à garder, le type il est pas bien. J'ai cru comprendre qu'il kiffait bien les armures, mais on va peut-être lui épargner Iron Man, puisque de toute façon c'est mort, on va peut-être lui épargner aussi War Machine, puisque de toute façon c'est pris, et on va peut-être éviter de lui recouvrir le visage, à force il va croire qu'on n'a pas envie de voir sa gueule, donc plutôt avec les enfants j'ai cherché, il y a Cable qui s'est occupé du tout premier mutant à être né après le grand jour de la décimation infligée par la sorcière rouge, Hope Summers. Il y a aussi Eddie Brock, Venom, la version Donny Cates, qui se découvre un enfant qu'il doit protéger, qui est un petit peu plus héroïque, pourquoi pas. Il y a aussi le Punisher, le vieux Punisher. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai qu'il a pas la gueule d'une nounou Disney, mais lui, il a pas besoin de sortir un parapluie de son sac, il a juste un bon vieux semi-automatique, et dans le run, l'excellent run de Garcenis, dont on va reparler d'ailleurs, mère Russie, il doit s'occuper d'une petite fille. Sinon, toute blague à part, il y a un anti-héros qui irait très bien Pedro Pascal, c'est Jack Monroe, Nomade, qui a une histoire éditoriale aussi compliquée qu'un film de Nolan, mais on va dire que dans les années 50, c'était le Bucky de Captain America, sauf que ce Captain America s'est mis à tuer des communistes, à les faire flamber comme c'était des petites crêpes, et donc il a vite fallu que Marvel fasse un moonwalk en expliquant que c'était pas vraiment Captain America, c'était un maléfique, patati patata, mais Jack Monroe est resté, il a totalement été réinventé. Nomade, un personnage au look que je vous laisse juger, qui parcourait les États-Unis allant de fusillade en néo-nazi, avec un enfant accroché sur le dos. Ça puait la testostérone et la maltraitance infantile, du bon comics des années 90, et bon, on n'a même pas parlé du sort que lui a réservé le génial pourtant Ed Brubaker dans son run sur Captain America. C'est un des rares trucs pour lequel j'en veux à cet excellent scénariste, lisez-le quand même, évidemment. En réalité, on sait tous que Pedro Pascal, il pourrait être un Wolverine parfait en ce moment. On verra. En attendant, je vous laisse me dire dans les commentaires, dans la peau de quel personnage de l'univers Marvel vous verriez Pedro Pascal. The Boys. Tiens, j'embrasse tous ceux qui sont en train de découvrir la série The Boys, qu'il s'agisse des comics ou de l'adaptation qu'on a fait à Amazon Prime. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, parce que je vous assure que c'est très plaisant de redécouvrir la série à travers les yeux de quelqu'un qui la voit pour la première fois. Et alors, je crois que tous, collectivement, nous ne sommes pas prêts pour la saison 4, puisqu'un responsable des effets spéciaux sur la série a déclaré « Je viens de voir la chose la plus dégueulasse de ma carrière, hashtag The Boys », ce à quoi en plus le producteur de la série, Eric Kripke, a répondu vous savez, la meilleure dans tout ça, c'est que je me demande laquelle. On nous promet donc des trucs encore plus dégueulasses que les 3 saisons précédentes, qui ne sont pas simplement un enchaînement de trucs dégueulasses. Il y a quand même une dimension un peu profonde dans cette série. Bon alors, avec n'importe quelle autre série, j'aurais dit c'est du violon, c'est un coup de com' habituel, sauf qu'avec eux, j'y crois. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont fans de la série The Boys, des comics, ceux qui sont fans de Preacher, ceux qui sont fans du Punisher et de tous les comics qu'il a écrits, sachez que le scénariste Garcenis sera à Paris les 15
15 et 16 avril prochain pour la Paris Fan Festival. Ça se passera à la porte de Versailles. Le hall 6, apparemment, c'est un tout nouveau hall, tout beau, tout propre. Si vous vous demandez ce que ça sent, ouais, ça sent un gros mélange de très très grosse excitation et de peur, puisque j'aurai l'honneur d'animer, en compagnie de Garth Ennis, le panel sur la carrière du scénariste. Un régal, c'est un délire. Et pour ceux qui à travers ça sentirent encore un bon petit fumet de Comic-Con, c'est normal, puisque c'est Jérémy Briam qui s'occupe de l'invitation des guests BD Comics de ce Paris Fan Festival. C'est lui qui nous avait offert les meilleures éditions de la Paris Comic-Con, qui avait réconcilié le public comics avec la Comic-Con. Et là, il se dépasse encore. J'ai vu la liste des invités. C'est un grand malade, c'est beau comme un petit whisky sans glace autour d'un feu de bois. Pour résumer pour l'instant, il y a Mike Perkins qui est annoncé aujourd'hui, c'est un dessinateur notamment de la dernière série Swamp Thing avec Ramvi. Il y a Garth Ennis évidemment, et puis il y a aussi Timothy Zahn qui est le plus grand romancier de l'univers Star Wars. Et donc Paris Comics Expo, Comic Con Paris, Paris Fan Festival, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. J'ai l'impression que l'ivresse on l'aura avec ce festival qu'il va falloir suivre. Ciné spécial. Et dans l'actu ciné adapté de nos comics favoris, Matt Reeves déclare vouloir éviter ce qu'on appelle dans le jargon une Dark Knight ou une Batman le défi, à savoir une suite où Batman se ferait un petit peu voler la vedette soit par un pingouin, soit par un clown. Celui dont le Batverse devrait rester complètement isolé, une bulle étanche et intouchable dans le futur DC Universe de James Gunn et de Peter Safran, a déclaré qu'il souhaitait que Bruce Wayne, son Battinson, reste le centre émotionnel de sa suite. Et dans émotionnel, il y a Emo, ce qui correspond très bien à ce Batou-là. Et Reeves a tellement eu peur que ses vilains brillent un peu trop qu'il a lâché une scène avec le Joker en DLC. Après coup, d'ailleurs, l'acteur Barry Keoghan a déclaré qu'il était tout à fait prêt et chaud pour revenir incarner le personnage dans la suite. S'il recevait le coup de fil de Matt Reeves, il dit qu'il a fait beaucoup de recherches. J'espère qu'il parle de lire des comics, pas que d'assassiner des gens ou de faire sauter des crèches. Il dit qu'il a plein d'idées. Et pour l'instant, si vous voulez voir le pingouin et le Joker réunis, ça sera dans le film The Banshees of Inisherin. Ils sont comme les deux doigts de la main. Avec ce film, je peux pas en dire plus. Puis d'un Joker l'autre, puisque Todd Phillips poursuit sur sa lancée shakespearienne. On sait que la suite du Joker s'intitulera Folie à deux, mais le nom de code de tournage du film c'est Juliette, alors que le premier c'était Roméo, donc de la romance, et c'est bien normal puisque c'est Lady Gaga qui va incarner Harley Quinn dans cet univers-là. Et méfie-toi Harley, méfie-toi de qui tu aimes, puisque comme le disait si bien Shakespeare lui-même, l'amour, un tendre objet, mais il n'est que trop ruse, trop brutal, trop fougueux, piquant comme une ronce, comme ma tub papillomavirus. Et sans presser de rajouter mon beau-frère à un repas de famille, n'est pas William qui veut. Et en parlant d'amour, moi je croyais que bosser pour les studios Marvel c'était un petit peu comme la suite de Beyond Good and Evil. Tout le monde le souhaitait fort, mais pas du tout en fait. Tous les artistes des effets spéciaux s'enfuient, et là ils se sont fait Marvel Studios défoncer dans plusieurs interviews successives. On apprend qu'ils payent 20% de moins leurs artistes des effets spéciaux comparé à tous les autres studios. On apprend aussi que pour un boulot qui nécessiterait dans les autres studios 3 personnes, ils n'en embauchent qu'un, et qu'en plus c'est des vraies dominatrices, ils te serrent le kiki, ils te cravachent, puisque y a beaucoup de gens qui ont voulu quitter même le métier après avoir bossé pour Marvel Studios. Il y a une source anonyme qui dit d'ailleurs j'attends de rendre, ils peuvent pas dire le nom du film, et après je ne travaillerai plus jamais pour eux. Drew Govil avait déclaré que bosser sur les Gardiens de la Galaxie, bosser sur Spider-Man Homecoming lui avait donné envie de quitter le métier. Et le dernier a défoncé Marvel, il s'appelle Mark Grohl, et il dit que lui, il s'est enfui après avoir compris qu'on lui demandait pour une série de 10 heures l'équivalent de 18 heures de travail par jour pendant 3 mois sans aucun jour de repos. Et l'artiste se lâche, il s'arrête pas là, il déclare que si les studios Marvel aiment bien embaucher des petits réalisateurs indépendants, souvent qui ont eu du succès avec leur premier, leur deuxième, leur troisième film, eh bien c'est parce qu'ils peuvent mieux les contrôler. Ce à quoi Kevin Feige avait déjà répondu qu'il aimait leur voix unique et les choses uniques qu'ils avaient à nous dire. Et en même temps, de toute façon, s'il appelle un Tarantino, un Scorsese, un James Cameron, un Ridley Scott ou même un Coppola, il va être reçu comme si Thibaut InShape appelait la décence, quoique je suis pas sûr qu'il ait le numéro. 4 planches pleines de vie. Dans le reste de l'actu comics, Marvel nous tease un nouveau costume pour Spider-Man, même si j'ai plutôt l'impression que c'est Old Man Spidey qui aurait crevé la poche à urine qu'il cache sous son costume en se battant. Il a les yeux tout jaunes, on dirait mon beau-frère quand il doit se retenir avant d'aller se faire dépister au labo, toutes les 3 semaines. Et on nous tease aussi le retour des costumes de la série animée pour les X-Men, mais dans l'univers principal. Regardez-moi Cyclope qui arrive tout beau, tout triomphant, juste avant de se faire soulever comme un mec pas trop regardant sur Grindr. Puis pour ceux qui aiment autant Jardiland que les comics, sachez que Marvel s'apprête à dévoiler les nouvelles
nouvelles origines de Groot dans une mini-série signée Dan Abnett et Damien Couceiro. Et quel parcours pour celui qui a commencé comme un monstre qui venait enlever des humains. Il était de la planète X, et puis après on a dit que c'était un membre royal d'une planète où il n'y avait que des arbres. Et là on va découvrir ce qu'il nous réserve juste à temps pour la sortie du troisième et dernier opus des Gardiens au cinéma. Et puis alors attention, arrêtez tout, Madame Innocenti et Sid Kotian vont repartir dans le passé de la meilleure mutante qui existe, Storm, Tornade, Ororo, et ils vont nous ramener à sa période punk et venir explorer son grand pouvoir. C'est une mutante Oméga, donc c'est une des mutantes les plus puissantes. Et donc ça va être dans une mini-série en 5 chapitres, et ça s'inscrit directement dans la lignée de ce que propose Marvel, qui joue beaucoup sur la nostalgie en ce moment, avec des récits sur le Maestro de Peter David, sur le Venom de David Michelini, ou encore le Gambit de Chris Claremont. La nouvelle série sur la Sorcière Rouge vient tout juste de sortir, par Steve Orlando et Sarah Pichelli, et le scénariste avoue s'être inspiré largement de l'excellent comics All-Star Superman pour écrire cette série où on voit la Sorcière Rouge en gros mettre à disposition ses pouvoirs pour les gens qui en ont le plus désespérément besoin. Donc est-ce qu'on va voir les 12 travaux de Vanda, comme on a pu voir les 12 travaux de Superman dans ce chef-d'œuvre de Frank Whiteley et de Grant Morrison, qui est en train de lire d'ailleurs James Gunn, qui est en train d'écrire un film sur Superman. Tiens. Et puis l'asthmatique le plus célèbre de la pop culture, Dark Vador, va avoir droit à son anthologie en noir, en blanc et en rouge, à la mode de chez Marvel. Ils ont fait ça avec Carnage, ils ont fait ça avec Wolverine, c'est toujours très bon, avec Elektra aussi. Il y aura des récits par divers artistes, notamment un récit par Jason Aaron, un autre récit par Peach Momoko. Tous les fans de Star Wars sont en sueur. Et puis je voudrais conclure en rendant hommage à Jason Pearson, le célèbre scénariste, dessinateur, à qui on doit notamment Body Bags, édité chez Delcourt en France, qui est décédé. On lui doit aussi du Spider-Man, du X-Men, du Deadpool, du Batman, ou même quelques épisodes de Tom Strong avec Alan Moore. Il est décédé à l'âge de 52 ans d'une crise cardiaque. Lisez, aujourd'hui c'est la sortie du tome 2 de L'Ogre Lion, Les Trois Lions, par Bruno Bessadi au scénario, Bruno Bessadi au dessin et Ju aux couleurs. Bruno Bessadi, c'est mon gars sûr, c'est mon poteau, et vraiment je tiens à le féliciter parce que je trouve que ce tome 2 est encore plus beau que le tome 1 qui avait déjà mis la barre assez haute. Alors bon, on va dire que je vais pas vous spoiler l'histoire du tome 2, mais celle du tome 1 en revanche, sans spoiler, juste le début, c'est l'histoire d'un lion qui se réveille, qui n'a absolument aucun souvenir de son passé, donc il va essayer de reconstruire un petit peu sa vie, et peut-être qu'il aurait mieux fait d'oublier certaines choses. En tout cas on sait qu'il a la rage et qu'il est peut-être possédé par une entité un petit peu démoniaque. Dans ce tome on sent qu'il prend son temps, il y a des planches beaucoup plus contemplatives, il y a une excellente planche qui a été entièrement réalisée à l'aquarelle, j'ai eu le plaisir d'en voir la réalisation, et même dans je vous la montre pas puisque c'est un spoil, mais dans la BD elle est sublime. N'hésitez pas à me dire si jamais vous trouvez, il y a quelques références à de très bons comics dedans, c'est subtil mais vous trouverez. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis plus de 7 ans maintenant. C'est pas rien, je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Oui, j'avoue, j'ai envie de voir sortir Kang du Quantumverse juste pour qu'il aille mettre des claquasses de forain à Warlock, puisque l'acteur nous promet que ça sera un Warlock bébé tout juste sorti du cocon, pas un homme bon, donc il va nous faire des caprices, ça va être insupportable. Déjà qu'il a la tête de l'emploi, donc allez, 5 fruits et légumes par jour. Kang, tu commences avec une tarte à la pêche au marron et à la patate, ça fera déjà 3.